J'étais une épouse, une mère, une femme qui croyait pouvoir garder ses secrets enfouis sous des draps doux et des sourires discrets. Je n'aurais jamais imaginé que le soir viendrait où l'homme que j'avais épousé me regarderait dans les yeux sans un mot, et s'en irait, déjà armé de la vérité que j'avais si désespérément tenté de cacher. À toutes les belles âmes qui écoutent en ce moment, merci. Merci de vous abonner à cette chaîne. Et à tous nos téléspectateurs, nouveaux et fidèles, qui n'ont pas encore rejoint la famille, je tiens à dire ceci. J'ai hâte que vous vous abonniez. Votre soutien est le carburant même des histoires comme celle-ci. Des histoires qui parlent de cicatrices, pas seulement de mots. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'entendre votre cœur après cela. Je m'appelle Maggie Simons. J'ai 43 ans et voici comment j'ai perdu tout ce que je tenais pour acquis. Non pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que j'ai sous-estimé la force tranquille de celui que j'appelais autrefois mon mari. J'ai rencontré Greg à l'été 2004. C'était le genre d'homme qui ouvrait les portes, tirait les chaises et réparait la voiture sans qu'on le lui demande. Solide, fiable, peut-être un peu trop prévisible. Nous nous sommes mariés en 2006 et avons emménagé dans une maison confortable à 2 étages dans une rue calme de Columbus, dans l'Ohio. Le genre d'endroit avec des mangeoires à oiseaux, des promeneurs de chiens et des barbecues le dimanche. Pendant près de 17 ans, nous avons vécu ce que d'autres appelleraient un mariage modèle. 2 enfants, un labrador prénommé Rusty, des réunions de parents d'élèves, des soirées en amoureux un vendredi sur 2. Mais derrière ce rythme effréné, je sentais quelque chose qui me méprisait. Je ne pouvais pas le nommer, mais cela vivait au plus profond de moi. Et puis Ellie est arrivée. Ellie était tout ce que Greg n'était pas. Il travaillait dans la même agence de marketing que j'avais rejointe une fois les enfants plus grands. Il était plus jeune, plus vif, flirtant toujours avec le danger d'une manière qui me faisait me sentir remarqué. Comme si j'avais encore le pouvoir de faire tourner les têtes. Au début, ce n'était que des blagues anodines dans la salle de pause, puis des déjeuners, puis des textos, puis des excuses. Tout a commencé un soir pluvieux, le 13 janvier 2023. J'ai dit à Greg que j'avais une conférence. J'ai menti. J'ai retrouvé Ellie dans un hôtel près de la sortie de la ville. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la liberté. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que Greg avait commencé à observer. Silencieux, prudemment, il rentrait un peu plus tôt que d'habitude. Il a commencé à proposer de faire la lessive, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. J'ai trouvé ça adorable jusqu'à ce que je réalise que les vêtements qu'il sortait du panier étaient toujours à moi. Un après-midi, je l'ai trouvé les yeux rivés sur mon téléphone en entrant dans la cuisine. Il a souri et m'a dit qu'il consultait simplement l'application météo. Pourtant, je me suis convaincu que j'avais le contrôle, que j'avais le dessus, que je pouvais mettre fin à cette liaison quand je le voulais. Mars est arrivé, la liaison s'est intensifiée. Ellie et moi nous voyons chaque semaine, parfois 2 fois. Une fois, il est même venu me chercher dans la rue pour éviter la caméra Ring de Greg, mais quelque chose a changé dans la nuit du 2 avril. Il était environ 20h35. Je revenais de ce que Greg croyait être un cours de yoga. Je suis entré, imprégné de l'odeur de l'eau de Cologne d'Ellie, encore accrochée à ma veste. Greg était assis dans le salon, lumière tamisée, télévision éteinte, fixant simplement la fenêtre sombre. J'ai essayé de me comporter normalement. Dis donc, bébé, le dîner est bon, ai-je demandé nonchalamment. Il a tourné la tête vers moi, ni en colère, ni froidement, juste indéchiffrable. Puis, sans un mot, il s'est levé, est passé devant moi, a pris ses clés de voiture et est sorti. Je suis resté figé dans le couloir. Ce n'était pas son genre. Greg ne partait jamais sans me dire où il allait. Jamais. Mon cœur battait la chamade. Était-ce une dispute? Était-il en colère? Le savait-il? J'ai regardé mon téléphone. Pas de SMS. Pas d'appel. Juste le silence. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la peur. La peur que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas été aussi intelligente que je le pensais. Et comme j'allais bientôt l'apprendre, je n'étais pas la seule à garder des secrets. Loin de là. Une semaine passa. Greg ne reparla plus jamais de cette nuit-là. Il rentra tard, mangea moins, parla moins. Son téléphone,
autrefois oublié sur le plan de travail, était désormais toujours dans sa poche. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, il répondait, juste au boulot. Mais je le sentais. Quelque chose était cassé. Il ne criait pas. Il n'accusait pas. Ça aurait été plus facile. C'était le silence qui m'effrayait plus que tout. Le genre de silence qui signifiait qu'il savait déjà et qu'il préparait quelque chose. La liaison avec Ellie continua, même si je devins plus prudente. J'utilisais des applications temporaires pour lui envoyer des messages. Je changeais de lieu. J'effaçais des historiques. J'utilisais même des espèces à l'hôtel. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Tu es déjà exposé ». Puis, le 9 avril, à 10h48 précise, alors qu'il pliait du linge, Greg déposa une enveloppe en papier craft sur la table devant moi. Ses mains étaient calmes, fermes, immobiles. « J'ai déposé ma demande, dit-il. »« Quoi ?» balbutiai-je. « Divorce. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. » Sa voix était monotone, complètement vide d'émotion. J'ai essayé de parler, mais rien ne sortait. Je restais figé dans la cuisine, tenant encore un t-shirt de notre fils. Il s'est retourné et s'est éloigné comme si j'étais une étrangère. Mes jambes ont cédé sous moi, et je me suis assise sur le carrelage froid, les yeux fixés sur l'enveloppe. Quand je l'ai enfin ouverte, tout était là, des formulaires proprement dactylographiés, signés, notariés, datés. Il préparait cela depuis un moment, mais ce n'était pas le pire. Une clé USB était attachée à l'enveloppe. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable et c'est là que tout s'est effondré. Le premier clip provenait de notre chambre, de notre lit conjugal. C'était granuleux, horodaté, mais sans équivoque. Je me suis vu. J'ai vu Ellie rire, embrasser, se déshabiller, tout. J'ai claqué l'ordinateur, les mains tremblantes. Comment ? Quand ? Où était la caméra ? Depuis combien de temps enregistrait-il ? J'ai ouvert le deuxième clip. Celle-ci venait de la voiture de Greg, de la banquette arrière. Ellie et moi. Encore. Mon cœur battait si fort que j'ai cru m'évanouir. C'était comme se noyer dans sa propre honte. J'ai appelé Greg immédiatement, mais il n'a pas répondu. J'ai envoyé des SMS. J'ai envoyé des emails. Je l'ai supplié de me parler. Aucune réponse. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé son frère. Il m'a dit que Greg avait engagé un détective privé, quelqu'un formé pour découvrir la vérité sans prévenir personne. J'ai appris que Greg me soupçonnait depuis des mois. Il avait même remarqué des reçus d'hôtel cachés au fond d'une poubelle. Il avait senti une odeur d'eau de Cologne inconnue. Il avait remarqué que je me rasais plus régulièrement les jours impairs. Je ne savais pas qu'il me surveillait. Greg avait tout rassemblé. Il avait installé des caméras cachées dans les bouches d'aération des chambres. Il avait utilisé un traceur pour suivre mes pas. Il avait accès aux sauvegardes cloud de mon téléphone, même si j'avais changé mon mot de passe des mois auparavant. Il avait observé chaque détail de ma double vie. Et maintenant, tout était au grand jour. J'ai essayé de joindre Ellie. Il a bloqué mon numéro. L'atmosphère du bureau était devenue froide. Les gens chuchotaient à mon passage. La nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Mais Greg, lui, n'a rien dit publiquement, pas un mot sur Facebook, pas un message, pas une rumeur lancée par lui. Il a laissé parler les preuves. Cette semaine-là, nos enfants sont allés vivre chez la mère de Greg. Je n'ai pas discuté. Je ne les ai même pas appelés. Je ne supportais pas d'entendre leur voix, sachant ce que j'avais fait à leur père. Je me sentais sale, vide, comme si ma vie s'effondrait sous le poids de secrets que je croyais avoir enfouis profondément. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai arrêté de manger. Le bruit de mes propres pensées était assourdissant. Mais je savais que quelque chose d'autre allait arriver. Il n'avait pas seulement rassemblé ses preuves pour apaiser sa douleur. Greg préparait quelque chose de bien plus grave. Et j'allais y faire face dans un lieu où la vérité ne pouvait être étouffée, le tribunal. Et le pire, c'est qu'il ne le faisait pas pour m'humilier. Il le faisait pour m'achever. Le ciel était couvert tandis que je me tenais devant le tribunal, les bras croisés, l'estomac noué. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. J'avais les mains froides et je tremblais sans cesse. J'avais l'impression d'assister à des funérailles. Seul le cercueil contenait ma réputation, ma famille, mon nom.
J'avais passé les dernières semaines à supplier Greg de régler le litige en privé. J'avais envoyé de longs courriels. Je m'étais excusé. J'avais promis une thérapie, une guérison, tout. Mais Greg ne m'avait jamais répondu. Et maintenant, j'étais là, vêtu d'un costume noir, les cheveux bien attachés, le maquillage soigneusement appliqué pour masquer la tempête qui couvait sous ma peau. Greg se tenait de l'autre côté de la salle d'audience, calme et serein. Il m'a regardé une fois, une seule fois, avec des yeux si vides qu'ils m'ont serré la poitrine. Il avait toujours été gentil, calme et doux, mais maintenant, c'était un homme investi d'une mission. Nos avocats ont prononcé les plaidoiries. Le mien a tenté de dépeindre une femme qui avait simplement commis une erreur sous la pression émotionnelle. L'avocat de Greg n'a rien dit de personnel. Il a simplement remis une clé USB au juge. Le silence est revenu. Le juge, un homme d'un certain âge au visage bienveillant, a inséré la clé dans un ordinateur portable connecté à l'écran de la salle d'audience. Il a cliqué sur le premier fichier et, d'un coup, tout a commencé. J'étais projeté sur un écran, visible de tous. Moi avec Ellie dans ma chambre, dans sa voiture, dans le couloir d'un hôtel. Clip après clip, la pièce était plongée dans un silence de mort. On entendait chaque reniflement, chaque halètement, chaque son honteux. Mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais plus respirer. L'expression du juge a lentement changé. Sa bouche s'est pincée. Ses yeux se sont rétrécis. Puis, vers le troisième clip, son visage est devenu pâle, non pas de rage, mais d'incrédulité. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Il s'est adossé à sa chaise, comme si l'air lui avait été arraché. Il a mis la vidéo sur pause, m'a regardé droit dans les yeux, et je jure que sa voix s'est brisée en parlant. « Madame Simons, depuis combien de temps cela dure-t-il » Je ne pouvais pas répondre. Ma voix était éteinte. L'avocat adverse s'est éclairci la gorge. « Votre honneur, les enregistrements datent de janvier. Monsieur Simons s'est abstenu de toute confrontation pour ne pas contrarier les enfants et a plutôt documenté les preuves jusqu'à ce qu'elles deviennent accablantes. Mon avocat a tenté d'intervenir, mais le mal était fait. Il n'y avait rien à contester. Aucune défense n'était suffisamment solide pour contester ce qui était figé dans la vérité pure et dure. Le juge s'est tourné vers Greg. « Monsieur Simons, je comprends parfaitement votre position. » Greg a hoché la tête une fois. Juste une fois. Pas de jubilation, pas d'amertume, juste un homme qui avait fait ce qu'il fallait. La salle d'audience a murmuré. Quelques halètements. Une femme a même murmuré « Oh mon Dieu, ma honte était devenue publique. » Cet après-midi-là, le jugement a été rapide. Greg a obtenu la garde principale. J'ai reçu l'ordre de quitter la maison dans les 30 jours. Le juge a indiqué qu'en raison de la nature des preuves, toute demande de pension alimentaire serait rejetée. Tout était perdu. Ma famille, ma sécurité, mon image. Je me suis retrouvé devant le tribunal après coup, le vent frais me caressant le visage. Je ne pouvais pas pleurer. J'avais déjà versé toutes mes larmes. Je suis resté là, abasourdi. J'étais tellement sûr d'être intelligente, discrète, de maîtriser la situation, mais la vérité? Greg n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Il laissait le silence parler. Il laissait les faits trancher. Et au moment le plus crucial, il a montré au monde que la vengeance ne s'accompagne pas toujours de colère. Parfois, elle s'accompagne simplement de la vérité. Maintenant, je vis dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Les enfants viennent me voir un week-end sur 2, mais rien n'est plus jamais pareil. Je le vois dans leurs yeux, la déception, la confusion. Je suis une thérapie. J'évite les miroirs. Et de temps en temps, je me remémore ce moment au tribunal où le visage du juge est devenu blanc. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas seulement trompé un homme. J'avais trahi la seule personne qui m'avait aimé en silence, complètement et sans condition. Et il n'avait pas besoin de me détruire avec sa rage. Il a simplement laissé la vérité parler. Et elle l'a fait haut et fort, pour toujours.